Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que la connexion passe. Désolé pour ce petit retard. Peut-être une coupure de courant. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous recevez bien ces premières images? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire signe? Ah, je vois quelques personnes. Voilà, voilà. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement bien, eh bien voilà donc ce nouveau webinaire LeaderFit sur l'entraînement fonctionnel. J'espère que ce sera suffisamment fonctionnel au niveau de la technologie ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est David Germeau et donc je suis formateur LeaderFit depuis maintenant 2014 et je suis entraîneur, coach sportif, préparateur physique depuis 19 ans. Et justement, en préparant ce webinaire, je me rappelais la première fois que je me suis entraîné dans les installations de l'université de Sydney en 2000. J'ai eu l'occasion de découvrir le Swiss Ball pour la première fois et je pense que j'ai passé toutes mes séances d'entraînement par après sur cette balle qui était encore relativement méconnue à l'époque. Et depuis, ça reste un outil assez intéressant et assez passionnant. Donc voilà. Le thème de ce soir, c'est l'entraînement fonctionnel, à savoir, est-ce que l'entraînement fonctionnel est une mode ou est-ce que c'est une véritable méthode d'entraînement? C'est un petit peu la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Mais j'aimerais bien voir si quelqu'un peut effectivement se manifester. Je ne vois personne encore. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle profession vous faites aujourd'hui? Si c'est une nouvelle carrière ou si vous êtes déjà coach, si vous êtes déjà professeur ou co-collectif de pilates ou d'autres méthodes d'entraînement. Ça, ce serait exceptionnel si vous pouviez m'en faire part. Je vois que tout est bien connecté de mon côté. Le signal est bon. Ah, voilà. Bonsoir Alice. Donc, parfait, parfait. Merci. Ben voilà, donc nous sommes effectivement bien là. Le son est bon. Étudiant en pilates, parfait, excellent. D'autres personnes éventuellement peuvent se manifester en dehors d'Alice. Bien. Nous allons
poursuivre, hein. Et donc, à savoir si l'entraînement fonctionnel est une mode ou si c'est un réel méthode d'entraînement, c'est une question qui pourrait effectivement, si vous faites un peu de recherche sur les différents sites ou réseaux, une question qui reste difficile, car beaucoup de monde en parle. Récemment, j'ai encore entendu un panel d'experts internationaux autour d'une table discuter justement de l'entraînement fonctionnel. Eh bien, ils avaient tous une définition différente, ce qui n'aide pas un petit peu chacun à s'y retrouver en termes d'entraînement, mais ce qui prouve bien que l'entraînement fonctionnel doit faire partie aujourd'hui du panel d'outils d'un entraîneur. Encore une fois, que ce soit en préparation physique, que ce soit en remise en forme, que ce soit pour compléter des cours de pilates, de yoga, de crossfit, avoir cette façon de travailler avec des outils différents, que ce soit en termes d'exercice, en termes d'équipement, en termes de protocole. Ce sont toutes des manières de pouvoir adapter l'entraînement à nos clients. Et si on définit un peu l'entraînement fonctionnel, c'est être fonctionnel par rapport à quoi? C'est souvent la question que je pose durant les formations en functional training données pour Leaderfit, c'est de se dire, ok, je fais cet exercice, mais dans quel but? Est-ce que je me rapproche suffisamment bien des besoins de mon client, de ses attentes en termes de fonctionnalité, donc de posture, en termes de mouvement, en termes de stabilité? Si vous entraînez un jeune homme de 25 ans qui veut développer sa condition physique, eh bien les exercices fonctionnels ne sont pas évidemment les mêmes qu'un fonctionnaire qui prépare sa saison de ski et qui a 50 ans, qui skie une fois par an et qui n'a plus fait d'entraînement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc la première chose sur laquelle j'insiste dans les formations de functional training, c'est de vraiment voir le client dans ces trois dimensions, dans ces trois plans, le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Vérifier que chaque entraînement puisse contenir des exercices dans les trois plans, et parfois même aussi bien pour le haut du corps que pour le bas du corps. Si on observe un petit peu les exercices classiques en fitness, on est souvent dans le plan sagittal. Parfois, on met un peu de travail dans le plan frontal, et si on y pense, on met encore quelques exercices dans le plan transverse, tout ce qui est rotation. Mais idéalement, on devrait pouvoir insister sur ces trois plans à chaque entraînement et vérifier éventuellement dans quel plan le client va être le plus faible et éventuellement dans quel plan le client va avoir besoin de ses qualités physiques. Si je reviens sur ce fonctionnaire de 50 ans qui veut se remettre au ski, eh bien là, effectivement, il va devoir stabiliser ses genoux dans le plan sagittal, dans le plan frontal et éventuellement dans le plan transverse. Donc, il faudra préparer ses genoux à des mouvements pour lesquels il n'a pas l'habitude, ni dans son quotidien, ni même à l'entraînement, si on ne le met pas, par exemple, dans des situations instables. Et donc là, je fais le lien avec justement ma première expérience de l'entraînement dit fonctionnel. C'est de se dire, c'est pas parce qu'on utilise des outils qui provoquent l'instabilité qu'on est d'office, qu'on est directement dans un entraînement fonctionnel, parce qu'encore une fois, tout va dépendre de l'objectif que l'on poursuit avec le client. Donc ça, c'est un premier point, travailler dans les trois plans et toujours vérifier l'objectif de l'exercice. Est-ce que l'exercice que je propose à mon client est cohérent par rapport à ses objectifs, à ses attentes? Alors dans un deuxième temps, on se rend compte que le corps humain pourrait s'organiser autour de quelques mouvements basiques qu'il est important de maîtriser. On a la marche, on a la course certainement, on a la flexion de jambes, le squat, on a la fente avant, ou en tout cas la fente que l'on peut moduler dans les différentes directions, fente avant, fente arrière, fente de côté, pour travailler dans le plan frontal.
Et on a la flexion de hanche, qui est pour moi un des exercices fonctionnels les plus difficiles à rééduquer. C'est lorsque vous gardez le dos, la colonne vertébrale dans son alignement et vous ne faites qu'une flexion de hanche sans agir sur les lombaires. Un mouvement, par exemple, que l'on va retrouver en tennis, que l'on va retrouver dans la vie de tous les jours lorsque l'on va chercher un objet au fond du coffre de la voiture. Et c'est une organisation biomécanique des muscles qui va permettre de faire travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires en cohérence. Rien à voir, par exemple, avec les exercices de renforcement des ischio-jambiers que l'on pourrait retrouver soit sur une machine assise, soit même sur certains exercices qui peuvent être très intéressants, mais au sol. Donc c'est de pouvoir retrouver la fonctionnalité des muscles par rapport au mouvement que le client va utiliser dans sa vie quotidienne ou dans son activité sportive. Rappelez-vous, le cerveau ne se souvient jamais des muscles, il se souvient des mouvements. Donc c'est dans les mouvements dans lesquels vous allez les entraîner, ou l'entraîner, que vous allez avoir un effet de transfert. Le transfert, justement, on en parle énormément en préparation physique. Toute la difficulté est de passer d'un exercice de renforcement musculaire pur, dans lequel on va travailler le muscle, et petit à petit amener ce muscle avec cette nouvelle force, cette nouvelle explosivité, cette nouvelle vitesse, vers le mouvement sportif. Alors ça, ce serait déjà parler de l'entraînement fonctionnel pour le sportif qui devrait être effectivement la première chose à laquelle on pense pour la performance sportive. Ce qui n'est pas encore toujours le cas quand on voit certains programmes de préparation physique. Chez nos clients, au jour le jour, en fitness, en pilates, en yoga, eh bien, ce sont des gens qui ne cherchent pas spécialement la performance sportive, qui veulent se sentir bien, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de stress, qui ont des problèmes liés à la sédentarité, donc des fléchisseurs de hanches qui sont un peu trop courts, des ischio-jambiers également un peu trop courts. Et tout cela, on va essayer de les remettre dans leur fonctionnalité. Et donc, on a ces 7 mouvements de base. Donc, je les répète, il y a le squat, la fente, la flexion de hanche, la rotation. J'ajoute tout ce qui est flexion ou traction au niveau des bras, tout ce qui est poussé au niveau des bras. Et on a alors le 7e type de mouvement qui est la marche, la course, en tout cas le déplacement. Si je prends par exemple la sortie d'une voiture, vous êtes bien assis dans la voiture et vous ouvrez la porte, vous faites une rotation et vous sortez de la voiture, il y a déjà 4 mouvements de base dans lesquels effectivement nous devons renforcer certaines parties. On a la poussée, on a la rotation, on a la fente avant et on a l'extension de hanche après une flexion. Et donc ce simple mouvement parfois pose problème à certaines personnes. Lorsqu'ils sortent de leur voiture, vous les voyez pousser la porte et sauter de leur voiture. Et donc le fait de les rééduquer, pas de les rééduquer, ça c'est le travail des kinésithérapeutes, mais de leur réapprendre à bouger correctement par rapport à leurs besoins. À nouveau, une personne qui devient un grand-père ou grand-mère et qui va de nouveau éventuellement devoir porter un enfant en bas âge dans ses bras, eh bien lui permettre de faire une bonne flexion de jambes, une flexion de hanche, prendre eh bien une charge qui va de 3 à 10 kilos et de pouvoir la déplacer en rotation, c'est effectivement devenu, ça peut devenir l'objectif d'un entraînement fonctionnel. Si on reprend des entraînements plus sportifs, développer à nouveau donc la flexion de hanche sur un soulevé de terre ou sur une flexion de hanche départ, donc une fente romane, eh bien ce sera également quelque chose de très important. Donc on a les 3 plans, on a les 7 mouvements de base, même si je dirais que selon les auteurs on peut voir plus de mouvements ou parfois un peu moins de mouvements. En tout cas, retrouver des mouvements naturels de l'être humain, parce que je fais une petite parenthèse, lorsqu'on parle des déplacements, on a le déplacement sur 2 pieds évidemment, mais des méthodes et des exercices de plus en plus intéressants, de plus en plus utilisés
sont tous les déplacements de type animal. On se déplace à quatre pattes, on se déplace à quatre pattes mais en alternance ou du même côté. Tout cela développe une certaine coordination entre le haut et le bas. Parfois, il faut aussi pouvoir apprendre à décoordonner les épaules des hanches et également un travail avec les membres en flexion. Si on travaille le déplacement du caméléon parfois, qui est par exemple, qui est un exercice extrêmement intense, eh bien, on développe la coordination, l'endurance musculaire, on développe la coordination entre le haut et le bas, et on travaille tout ce qui est ceinture abdominale. Alors vous me direz, oui, peut-être, ça peut être un exercice intéressant, mais est-ce que c'est réellement fonctionnel? Évidemment, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Si c'est un fonctionnaire qui veut dévaler les pentes avec une bonne souplesse et une bonne stabilité des abdominaux, on ne va pas choisir l'exercice du caméléon. Par contre, l'exercice du caméléon peut être extrêmement utile pour tout ce qui est sport de combat, pour tout ce qui est gymnastique, pour tout ce qui est, je dirais, développement global, hein, ou même les athlètes qui font du parcours, développer une musculature harmonieuse et synchronisante. Donc on a les mouvements, on a les trois dimensions, on pourrait rajouter les fameuses filières énergétiques. Là aussi, on peut adapter de manière fonctionnelle les entraînements par rapport à nos clients. De quelle filière aurait besoin le fonctionnaire en ski pour dévaler correctement les pentes et prendre plaisir? Parce que je reviens un tout petit peu en arrière par rapport aux objectifs de nos clients. Chez un athlète, c'est relativement clair. Ses objectifs, c'est d'améliorer ses performances physiques pour les mettre au service de ses qualités techniques ou tactiques. Chez nos clients qui viennent plus du fitness, qui veulent se remettre en forme pour le ski ou pour le trekking, ou il faut une grande randonnée, ou pour le ski nautique l'été, ou pour le vélo, le hockey, le tennis, il y a moins l'aspect performance, mais ce qu'ils vont chercher à travers un entraînement fonctionnel, c'est d'avoir une certaine aisance sur le terrain, sur les pistes de ski, pour pouvoir profiter au maximum de leur activité, de leur loisir. Parce que trop souvent, les sédentaires qui vont une semaine au ski, skient un jour, 2 jours, le 3e jour, ils ont un peu mal partout. S'ils ne se sont pas blessés, ils sont fatigués. Et donc, ils n'apprécient pas peut-être autant leur activité loisir, leur activité durant les vacances. Donc, ça peut vraiment être un plus de pouvoir aborder ces exercices avec nos clients. Alors, je pourrais éventuellement poser la question à ceux qui sont présents. Si vous deviez imaginer un exercice fonctionnel pour le ski, quelles seraient vos suggestions, comme ça, de manière un peu spontanée? N'hésitez pas à taper votre réponse maintenant ou plus tard sur la petite conversation. Et je reviendrai alors un peu plus tard sur ces exercices possibles et discuter éventuellement de vos suggestions. Et donc dans les filières énergétiques, rapidement, nous avons l'aérobie, l'anaérobie lactique et galactique. Et donc selon les demandes de l'activité, on va plus travailler telle et telle filière, un peu comme la préparation physique, mais sur des mouvements spécifiques à notre client. Donc, de manière traditionnelle, ces filières sont beaucoup plus facilement entraînables de manière stéréotypée, sur la course, sur le vélo, sans mouvement technique pour justement améliorer ses qualités physiques. Chez nos clients en remise en forme, eh bien, développer ces filières dans l'activité dont ils ont besoin, que ce soit le ski, la randonnée, le tennis, que ce soit parce que de la journée, ce sont des personnes qui sont policiers, qui sont pompiers et qui ont besoin de certaines qualités physiques
qu'ils ont peut-être moins développé ces dernières années, eh bien, c'est vraiment important. Donc, analyser la situation dans laquelle le client va se retrouver. Le quatrième point que j'aimerais aborder en ce qui concerne l'entraînement fonctionnel, c'est l'entraînement fonctionnel par rapport aux qualités physiques. Donc, quelles sont les différentes qualités physiques que nous pouvons retrouver de manière générale? Nous avons la souplesse et la mobilité. C'est une des qualités physiques. Comment améliorer de manière fonctionnelle la souplesse d'un client? Est-ce que ce serait utile d'étirer un triceps, par exemple, pour le client? Rares sont les personnes qui sont trop raides des triceps. Par contre, le biceps, ça, tout à fait. Si vous avez à nouveau des grands-parents ou des jeunes parents qui portent souvent un enfant de 3, 5, 6, 7 kilos à bras, petit à petit, le biceps va se rétrécir, va se réduire. Comment améliorer la souplesse de manière fonctionnelle pour le quotidien de notre client de manière optimum. Ce sont tous des éléments que l'on aborde dans cette formation Leaderfit en entraînement fonctionnel. La stabilité. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Au début de l'entraînement fonctionnel, on tâtonnait un petit peu sur effectivement certains outils. Et puis quand cet entraînement fonctionnel a explosé en termes d'entraînement, tout devenait fonctionnel à partir du moment où on était sur une surface instable, dont le gym ball ou le Swiss ball, quel que soit le nom que vous lui donnez, était l'un des outils phares. Il y a d'autres outils qui se sont développés, d'autres types d'équipements extrêmement intéressants, mais toujours à savoir, est-ce que c'est utile de mettre tous mes clients assis, à genoux ou debout sur un Swiss ball ou un gym ball? Donc cette stabilité, jusqu'à quel point doit-on la développer chez notre client pour que ce soit fonctionnel? Donc on a la souplesse, on a la stabilité, ensuite on développe l'endurance, que ce soit l'endurance cardiovasculaire ou l'endurance musculaire. A-t-on besoin d'une endurance musculaire au niveau des jambes, au niveau des bras, par rapport à l'activité ou à la situation du client? La force, quel type de force a-t-on besoin? Par exemple, je repose ma question concernant le skieur. Est-ce utile de développer la force du haut du corps chez un skieur? Je vous laisse également y réfléchir. Je vais noter les différentes questions que je vous pose pour ne pas les oublier en fin de webinaire et pouvoir vous donner quelques pistes de travail, de réflexion. Voilà. Ensuite, une fois que l'on a une certaine souplesse, une certaine stabilité, une certaine endurance musculaire, que l'on a développé une certaine force musculaire adaptée à nos besoins, eh bien, on peut développer la vitesse d'exécution, les réflexes, le temps de réaction. Ça peut être intéressant à développer par rapport, à nouveau, à notre client. Éventuellement, après, on pourrait développer la puissance si le client a effectivement besoin ou le coaché a besoin de développer cette puissance. C'est probablement la dernière qualité à développer en dehors de la performance sportive. On reste ici dans ce cadre de développement fonctionnel, psychomoteur de l'athlète sur toutes ses qualités. Un autre élément que l'on aborde également dans l'entraînement fonctionnel, c'est la manière d'organiser son entraînement. Par quoi je vais commencer pour pouvoir stimuler de manière la plus optimum les qualités physiques de mon client durant la séance. Parce que si mon coaché a 1 ou 2 heures à réserver pour ses entraînements, il ne peut sans doute pas différencier ou sélectionner le thème de ses entraînements, comme un athlète pourrait le faire, ou une personne extrêmement disponible pour s'entraîner tous les jours. Et donc, on va toujours commencer, par exemple, au début de l'entraînement, par un entraînement lié à tout ce qui est équilibre. On réveille le système nerveux, on profite que ce système nerveux
est relativement frais pour pouvoir justement le mettre à contribution, éventuellement voir, grâce à ces exercices, si le client est reposé. Car si un client a l'habitude de faire des exercices d'équilibre et que pour une fois il ne tient pas son équilibre, ça peut être un signe de fatigue, de stress, d'une mauvaise nuit, d'un manque d'hydratation. Je me souviens, il y a quelques années, un ancien karatéka, qui avait également fait d'autres sports, donc il était relativement sportif, il avait arrêté pendant une dizaine d'années, il reprenait le sport, sa mémoire musculaire est assez vite revenue, et avec lui, effectivement, comme challenge, on travaillait énormément sur le Swiss ball à genoux, et on travaillait toute sa ceinture abdominale, grâce à des exercices assez ludiques, assez intenses en termes de concentration. Et un jour, il n'arrive pas à tenir plus de quelques secondes sur le ballon en position à genoux, sur le ballon sans les mains. Et au plus il essayait, au plus ça l'énervait. Et à un moment, je l'ai arrêté et je lui ai demandé, tiens, que se passe-t-il aujourd'hui? Il manque d'équilibre, t'as moins bien dormi? Il m'a dit non, je sors d'une réunion, et plutôt d'une réunion avec mes avocats et mon ex-femme, et ça s'est pas spécialement très bien passé au niveau du divorce. Et donc effectivement, il était extrêmement nerveux, extrêmement en colère, et il n'était pas question du tout de commencer à le faire des exercices très intenses en termes de proprioception, parce qu'il était nerveusement déjà épuisé. Et donc dans ce cas-là, l'entraînement fonctionnel par rapport à mon client ce jour-là, ça a été de le remettre sur ses deux pieds, lui permettre de dégager un petit peu cette nervosité, ce stress, mais par des exercices où il n'avait pas besoin de stabiliser ses abdominaux, ses articulations. Donc, vous voyez que l'entraînement fonctionnel va toujours dépendre de la situation dans laquelle le client se trouve, dans un premier temps de ses objectifs, mais également de la situation, par exemple, donnée du jeu. Une fois qu'on a fait cet entraînement beaucoup plus proprioceptif, beaucoup plus intense en termes d'équilibre, on peut effectivement passer d'un entraînement plus global à petit à petit un entraînement plus spécifique, plus local, pour venir éventuellement travailler sur un point précis. Par exemple, si de manière traditionnelle on met les abdominaux ou le travail du transverse en fin d'entraînement, lorsqu'on fait un entraînement fonctionnel, c'est parce qu'on va avoir besoin de ce réveil musculaire, de cette tension optimum du transverse durant des exercices un peu plus complexes, lorsqu'on change de direction, lorsqu'on travaille sur 3 plans en même temps, sur une surface instable. Je pense par exemple à l'entraînement d'un golfeur amateur au niveau de sa rotation. Il est sur une surface instable, il fait un exercice à la poulie, en rotation, avec un travail du transverse et un travail de dissociation de la ceinture scapulaire par rapport à la ceinture pelvienne. Bien là, il a besoin d'être bien concentré et bien frais au niveau du transverse. Et si par contre on veut insister sur un travail plus spécifique pour le transverse, à ce moment-là, on termine dans des situations, dans des exercices beaucoup plus faciles, beaucoup plus adaptables, même si on est fatigué. Donc, on parle de l'équilibre, on passe à tout ce qui est de la globalité à quelque chose de beaucoup plus local, et à ce moment-là, on peut également revenir sur cette définition de l'entraînement fonctionnel dont je parlais en début de webinaire, qui était de se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que je fais tel exercice? Est-ce que cet exercice va m'être utile pour le développement physique, la santé, la perte de poids de mon client? Parce qu'il est clair que perdre du poids, eh bien, on va essayer d'augmenter le métabolisme de notre client. On va d'abord faire en sorte qu'il ait suffisamment de bagages pour pouvoir suivre des entraînements plus intenses. Il y a tout le travail qui est très intéressant aujourd'hui du HIIT, du Tabata, et tous les protocoles qui permettent d'améliorer le métabolisme de la personne, mais durant les jours qui suivent.
Mais encore une fois, si le client ce jour-là n'est pas en forme, on peut très bien travailler sur une séance de récupération. Là, on redevient à nouveau fonctionnel par rapport à l'état d'énergie des clients. Que certains sont extrêmement motivés. J'en ai encore eu un ce matin qui n'avait pas envie de venir à l'entraînement. C'est un entraînement en petit groupe et finalement s'est décidé à venir. On a commencé un peu plus lentement que d'habitude et finalement on a pu terminer avec une intensité presque optimum par rapport au programme qui a été prévu, mais au moins la personne est venue, a été et a reçu la stimulation dont elle avait besoin. Si par contre on était parti de manière beaucoup trop intense pour elle, eh bien elle aurait peut-être arrêté beaucoup plus tôt, ou elle aurait peut-être arrêté durant la séance avec une sensation d'échec. Or ici, elle est plutôt revenue en disant ben voilà, ça m'apprendra à ne pas faire suffisamment attention entre mes séances au niveau de mon hydratation et de mon sommeil. Pour la prochaine fois, j'ai envie d'être au top pour le prochain entraînement. Et le troisième principe d'entraînement à l'entraînement fonctionnel, c'est que oui, on veut travailler l'équilibre pour développer la proprioception, la coordination entre le haut et le bas, la dissociation entre le haut et le bas, l'utilisation d'un maximum de groupes musculaires en même temps pour faire un mouvement, mais on doit également vérifier que la personne puisse maîtriser l'exercice de base avec peu de charge ou en tout cas avec une situation stable. Hein. Si je reviens sur l'exemple du Swiss Ball ou du Gym Ball que j'aime énormément, ça ne servirait à rien de me faire monter un client debout en Swiss Ball en me disant c'est fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours tu pourrais être amené à glisser sur une feuille ou sur une plaque de glace si la personne ne sait pas faire un squat, une flexion de jambes correct au sol. Donc le fait de faire un entraînement fonctionnel signifie également que l'on s'adapte à la technique ou à la maîtrise corporelle du client. Et donc, durant cette formation Leadership en Functional Training, c'est de mettre tous ces éléments-là ensemble, de pouvoir créer un programme qui prenne en compte la technique du client ou la maîtrise corporelle du client, qui puisse prendre en compte ses besoins par rapport à son environnement, que ce soit un entraînement fonctionnel par rapport à une atmosphère familiale. Je me souviens justement d'un client qui est venu chez moi au tout début de ma carrière pour se remettre en forme. Et sa motivation, c'était de pouvoir jouer au foot avec son gamin qui avait à l'époque 2 ans. Et il s'était dit, voilà, dans 2 ans, j'aimerais bien jouer au foot avec mon garçon parce qu'à 4 ans, la plupart des garçons ont envie de jouer au foot. Et là, je me sens incapable parce que je fais 130 kilos et que je suis à bout de souffle après 2 minutes. Donc, si le seul but de l'entraîneur est de faire perdre du poids à ce client et qu'il puisse courir 1 heure sur un tapis roulant avec 30 kilos en moins, est-ce que ça va vraiment le préparer à jouer au foot dans son jardin avec son gamin qui a 4 ans? Si vous avez des enfants, vous savez que c'est très actif. Eh bien, pas du tout, puisque jouer au foot avec un enfant, c'est aller de gauche à droite, c'est changer de direction, c'est accélérer, c'est ralentir, c'est peut-être aller chercher une balle qui est un peu plus loin. Donc tout ça peut se faire à l'entraînement fonctionnel en travaillant les bonnes filières, les bons mouvements, les 3 dimensions et petit à petit augmenter l'intensité des entraînements. Et donc c'est grâce à tous ces outils que l'on peut normalement créer des programmes que l'on dit fonctionnels qui permettent d'amener le client là où il a envie. Et je dirais qu'en tant qu'expert, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, de l'amener même au-delà de ce qu'il pensait. Si je reprends l'exemple de ce papa, son objectif c'était de perdre du poids. Dentiste de profession, relativement statique durant la journée, en ayant pris 30 ou 40 kilos depuis plusieurs années,
toujours avec un peu d'embonpoint déjà dès le départ. Dans sa tête, son seul objectif, c'était perdre du poids. Après, je vais me sentir mieux. Non, perdre du poids, oui, mais permettre à l'organisme d'accélérer, de décélérer, de changer de direction sans risquer de se faire une entorse de cheville ou une entorse de genou. Et tout ça peut prendre un certain temps, peut demander une certaine évaluation de base, et ce sont des outils que l'on donne également dans la formation en functional training chez Leaderfit. Ce sont des outils d'évaluation basique que vous pouvez utiliser assez facilement, et toute une série d'exercices, une série de pièces pour créer un programme optimal. Alors, je n'ai pas encore eu de réaction de mon auditoire par rapport aux différents exercices que l'on peut proposer aux skieurs, ou en tout cas aux client type qui passe 8 heures assis derrière son bureau, qui n'est pas sportif et qui une ou deux fois par an décide de faire du ski parce qu'il adore ça. Non, toujours pas d'idée. Eh bien, voilà, une proposition, c'est effectivement de faire un travail sur le Swiss ball à genoux, de pouvoir justement avoir le bas du corps qui est instable et le haut du corps qui est beaucoup plus stable. Ça peut se travailler avec un Bosu également. Ça peut se travailler avec un tapis RX. En tout cas, toutes les surfaces instables, puisque le ski est un sport où effectivement la surface d'appui est fort instable. Un deuxième exercice qui pourrait être intéressant, ça c'est pour le renforcement fonctionnel des adducteurs. Justement, les adducteurs, si vous regardez les différents exercices proposés en salle de fitness en général sur les machines ou voire dans les cours collectifs de renforcement localisé des adducteurs, eh bien, ce sont des mouvements d'ouverture et de fermeture des hanches, alors qu'en ski, ce dont on a besoin, ce sont des adducteurs qui soient suffisamment endurants et stables pour pouvoir maintenir une position en petite flexion au niveau des genoux, et des skis qui peuvent partir à droite et à gauche lorsqu'on n'est pas spécialement très sportif. Et donc un exercice qui est très intéressant à faire, c'est d'avoir une medicine ball entre les genoux et de pouvoir faire des séries de type endurance en squat en gardant la tonicité au niveau des genoux. Alors vous commencez avec un ballon suisse, un medicine ball de 1 kg peut-être entre les genoux, et puis vous augmentez pour avoir de plus en plus de pression sur les genoux pour travailler ce renforcement musculaire des adducteurs. Puis si votre client peut progresser l'étape supplémentaire, c'est d'avoir le travail d'instabilité plus le travail de renforcement des adducteurs. Par exemple, vous montez sur un Bosu dans le bon sens, et ça c'est ce qu'on vous apprend également lors de la formation. Vous montez sur le Bosu, vous placez le ballon entre les genoux et vous faites des squats, soit de manière statique, en isométrique, soit en dynamique. Et puis éventuellement même en pliométrique, mais alors là, vous oubliez le bouncing ball parce que ça devient extrêmement acrobatique. Donc voilà, ça c'était un exemple d'entraînement fonctionnel pour un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est fonctionnaire et qui demande un programme de renforcement musculaire sur peut-être 6 ou 12 semaines. J'avais également posé une deuxième question durant ce webinaire, c'est de savoir si il était intéressant de renforcer les membres supérieurs de justement ce monsieur qui décide d'aller au ski après plusieurs années d'arrêt sportif. Alors là non plus, je n'ai pas énormément de suggestions. Je vois que nous avons quelques nouveaux arrivants depuis le début de ce webinaire. N'hésitez pas à vous présenter en disant de quelle formation vous venez, si c'est une reconversion qui vous amène à vous intéresser aux formations Leaderfit, ou si c'est pour compléter votre cursus et étant déjà coach, entraîneur, professeur de pilates,
professeurs de yoga ou d'autres disciplines. Et donc, pour répondre alors à cette question que je posais à vous tous sur l'entraînement des bras pour le skieur, oui, ça peut être effectivement une idée de faire un entraînement fonctionnel des bras pour un skieur, c'est-à-dire un novice qui passe sa journée devant son ordinateur, parce que s'il doit prendre, selon les stations dans lesquelles il va skier, s'il doit prendre un tire-fesse, s'il doit prendre un remont de pente mécanique dans lequel il ne peut pas s'asseoir, eh bien effectivement, pouvoir tenir le tire-fesse avec une certaine force et le placer derrière ses hanches ou ses fesses, eh bien sera sans doute intéressant à travailler. Et malheureusement, trop de skieurs débutants perdent énormément de temps, chutent énormément dans cet exercice acrobatique. Donc travailler la force avec un bras pour se ramener vers l'avant. Donc il va y avoir une traction vers l'arrière, il va y avoir une petite rotation et il va y avoir éventuellement une petite utilisation au niveau des hanches. Donc tout ça, ce sont des situations dans lesquelles effectivement on aimerait vous mettre durant ce week-end de formation en functional training pour pouvoir créer des entraînements beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus fonctionnels, tant au niveau des exercices qu'au niveau de l'utilisation des différents équipements, que dans l'utilisation des différents protocoles ou méthodes d'entraînement. Et donc, ma première question pour débuter ce webinaire, c'était de savoir est-ce que l'entraînement fonctionnel est un effet de mode ou est-ce que c'est une réelle méthode? Eh bien, à mon sens, c'est comme ça que je le présente aux clients ou aux étudiants, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est plutôt une méthodologie, c'est de savoir, ok, avec toutes les connaissances que j'ai, avec les différents exercices de type fonctionnel, avec l'analyse de la posture, avec les différents outils de type équipement, avec mes connaissances, comment je peux faire en sorte que mon entraînement puisse servir dans le quotidien de mon client ou de mon sportif. Alors, à nouveau, pour le sportif qui cherche la performance, il sera tôt ou tard dans un entraînement fonctionnel. Ça, il sera obligé d'y être. Mais pour le domaine du fitness, et c'est un autre élément très intéressant, eh bien, on est souvent dans des exercices un peu trop robotisés pour faire travailler tel muscle et faire sentir tel muscle qui chauffe, tel muscle qui brûle, etc. Alors que finalement, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir sentir un bien-être au quotidien. Donc, si vous arrivez, avec les outils qu'on vous donne lors de la formation, à transformer la qualité motrice de votre client, ça veut dire que dans son quotidien, il va refaire des mouvements qui ressemblent à ce que vous lui avez donné avec des charges ou avec des élastiques ou avec des poulies à l'entraînement, ce qui veut dire qu'il y a un rappel psychomoteur, de coordination, de proprioception chez le client. Ça veut dire que c'est comme s'il faisait un mini-entraînement. Et ça lui permet effectivement de progresser plus vite. Alors voilà, je pense que j'ai couvert les grandes lignes que je voulais couvrir aujourd'hui, en tout cas sur les différents outils, les différentes thématiques que nous abordons lors de cette formation Leaderfit. Je vais la résumer en quelques lignes. Donc, la question de base, c'était est-ce que l'entraînement fonctionnel est une mode ou une méthode? On vient d'y répondre, c'est plutôt une méthodologie. Pour arriver à développer cette méthodologie dans la création de vos programmes, dans la création de vos cours, parce que l'entraînement fonctionnel s'adapte également en cours collectif, comme dans un programme de fitness si vous êtes instructeur sur un plateau, comme en entraînement personnalisé ou en préparation physique. Donc c'est vraiment complémentaire dans un cursus pour avoir cet état d'esprit, cette recherche méthodologique. On va travailler dans les 3 plans. On va travailler avec les 7 mouvements de base
alors peut-être pas à chaque entraînement, mais en tout cas pouvoir développer ces qualités optimum chez le client, le squat, la fente, la flexion de hanche, la rotation, les tractions, les poussées et tout ce qui est déplacement, que ce soit la marche, la course, voire la marche dans différentes situations. On va essayer d'utiliser les filières énergétiques dans leur bonne direction, dans leur bonne utilisation. On va pas essayer de mélanger tout au même moment. Un entraînement ludique peut mélanger les trois filières, mais si on veut améliorer, par exemple, l'endurance musculaire de notre client pour le ski, puisque c'est l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, étant donné que nous sommes encore en pleine saison, eh bien, on ne va pas spécialement travailler son explosivité ou sa pliométrie durant un même entraînement. Ça va venir à un certain moment de sa préparation, et à nouveau, on va le travailler le plus proche possible des mouvements que le client va rencontrer, et dans ce cas-ci, en ski. On va essayer d'analyser, en plus de la posture, les différentes qualités physiques que le client a besoin pour son activité. Est-ce que c'est plus de souplesse? Est-ce que c'est plus de stabilité? Plus d'endurance? Plus de force? Plus de vitesse de réaction? Plus de réactivité? Ou plus de puissance? Autre exemple, si vous voulez améliorer la condition physique d'un danseur, vous allez devoir améliorer et sa souplesse et sa stabilité. Or, on sait que au plus on est souple, au plus on perd de la stabilité, et au plus on est stable, au plus on perd de la souplesse. Donc là, le challenge, ça va être d'améliorer la souplesse si la personne en a besoin, mais selon quelle chaîne musculaire ou quel mouvement, et de maintenir un minimum de stabilité pour ne pas mettre en danger telle ou telle articulation. À l'inverse, certaines disciplines ont besoin de beaucoup plus de stabilité, mais il faut voir jusqu'à quel point on peut limiter ou sacrifier un petit peu de souplesse pour arriver à ces objectifs. Je pense par exemple à une personne qui serait hyperlaxe, qui a trop de souplesse naturelle. On va veiller à limiter le travail de souplesse. On va peut-être relâcher le muscle d'une certaine façon, mais en tout cas pas par la souplesse. Par contre, on va vraiment travailler en profondeur au niveau de la proprioception, toutes les zones musculaires. J'ai une collègue qui m'appelait ce midi en me disant que au cours de danse, elle s'était luxé l'épaule. Ma première question, ça a été de savoir si elle était souple au départ. Elle m'a dit oui, c'est une de mes faiblesses. Je suis trop souple, donc je dois vraiment faire attention à renforcer mon dos avant de m'entraîner. En tout cas, en parallèle de mes entraînements de danse. Donc là, effectivement, la souplesse peut aider dans certains mouvements chorégraphiés, mais en même temps, si on a trop de souplesse, on risque effectivement un affaiblissement au niveau des articulations. À ce sujet, j'avais eu pendant tout un temps un golfeur, un ancien golfeur semi-professionnel, qui lui, effectivement, avait bénéficié d'une excellente souplesse toute sa carrière et a fait des performances grâce à elle. Malheureusement, aujourd'hui, de par son hyperlaxité, de par sa souplesse, étant donné que le golf est un sport asymétrique, il avait développé une musculature que dans un sens, et du coup, cette hypermusculature dans un sens, face à une colonne vertébrale hyperlaxe, créait systématiquement des déséquilibres, et donc il avait très difficile de faire du sport aujourd'hui parce qu'il allait systématiquement se blesser. Donc dans ce cas-là, l'objectif a été de renforcer le côté faible en termes de stabilité et en termes de fonctionnalité. Par exemple, sa rotation, il la connaît dans un sens grâce au golf, eh bien c'est de la retravailler dans l'autre sens pour pouvoir le rééquilibrer sur des mouvements qu'il connaît. Et le cinquième domaine, donc on a parlé des plans, on a parlé des mouvements, on a parlé des filières, on a parlé des qualités physiques, et le dernier chapitre que nous avons abordé ce soir, c'est le chapitre des principes. Donc passer toujours de l'exercice le plus compliqué
en termes d'équilibre à l'exercice le plus simple dans l'entraînement, c'est de passer des entraînements avec un grand groupe de muscles vers des entraînements plus localisés, et c'est de partir des exercices les plus simples, ou en tout cas maîtrisés par le client, vers des exercices les plus compliqués, non pas durant l'entraînement, ce serait incohérent par rapport au principe d'abord débuter par l'exercice difficile en termes de proprioception, mais plutôt au niveau du programme. Et donc voilà, dans les grandes lignes, les thèmes et l'état d'esprit dans lequel les formateurs LeaderFit proposent la formation en functional training. Chaque formateur va évidemment partager son expertise spécifique durant ce très chouette week-end, car je pense qu'effectivement, à nouveau, donnant cours pour LeaderFit depuis plusieurs années, c'est un des modules importants lorsque l'on entraîne des clients, que ce soit la remise en forme, que ce soit l'entretien, la perte de poids ou la préparation physique. Je suis ouvert pendant les prochaines minutes à vos questions. N'hésitez pas à les poser, à vous inviter à la conversation. Alors, comment s'est passé ce premier webinaire pour moi? Je ne vois pas de questions jusqu'à présent. J'espère que c'était relativement clair, que vous m'avez suffisamment suivi sur cette petite démonstration théorique de l'entraînement fonctionnel. C'est évidemment un week-end qui est très pratique. Il y a les bases que chaque formateur va partager avec vous grâce au support écrit, quelques points de théorie, et puis on passe très rapidement à la partie pratique. J'ai encore eu des témoignages pas plus tard que dimanche d'une étudiante qui venait de faire cette formation functional training avec un collègue et qui était réellement enchanté de ces 2 jours-là. Et donc, ça me réjouit d'entendre qu'effectivement, un de mes thèmes préférés depuis mon retour d'Australie, c'est effectivement cet entraînement fonctionnel que j'essaye d'amener un maximum, tant dans mes sessions, en entraînement privé ou en préparation physique, certainement, que dans les formations. Avec plaisir, Alice. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions. Vous êtes instructrice Pilates. C'est effectivement deux thèmes qui peuvent être très complémentaires selon la clientèle que vous allez avoir le plaisir d'encadrer. Et bien voilà, il est presque 22h30 ici pour ceux qui nous suivent à partir de l'Europe. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus tard par rapport à ce webinaire ou par rapport
à la matière, de les poser aux correspondants que vous avez, soit en Belgique, soit au Luxembourg, soit en France, pour pouvoir justement vous éclairer. Et ils n'hésiteront pas éventuellement à revenir vers moi ou vers d'autres collègues si besoin. Et bien voilà, ce fut un plaisir pour moi de faire cette présentation. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et au plaisir de vous croiser l'une et l'autre, lors d'une formation LeaderFit. Ah, une question? Sur le fil, avec grand plaisir, Christophe. Je vous écoute. Alors, la matière, vous pouvez effectivement la retrouver sur le site. Vous aurez le descriptif du week-end et il y a normalement un PDF qui est possible au téléchargement sur le site de LeaderFit Formation. Et là, vous aurez les différents thématiques abordées. Alors, je vais essayer de trouver ça tout de suite. Voilà, hop. Là. Donc, vous avez voilà, cursus fonctionnal trainer. Non, ça c'est pas. Ça c'est le cursus. Alors, voilà, télécharger la fiche pédagogique. Donc, en dessous d'objectif, je vous envoie le lien. Voilà. Et donc, en dessous d'objectif, vous avez le cursus et vous pouvez le télécharger alors sous forme PDF. Si à partir de ce cursus, vous avez encore des questions, eh bien, n'hésitez pas à les envoyer ou à contacter votre correspondant LeaderFit. Il se fera un plaisir ou elle se fera un plaisir de vous y répondre. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à Christophe et à Alice d'avoir fait un petit peu la conversation sur ce chat. Si vous n'avez plus de questions, alors je vous souhaite une excellente soirée, un bon repos. Voilà, bonne soirée, au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Salut à tous et à toutes. Merci à vous aussi.